Nous, on va vous parler de design produit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on travaille sur la... PrestaShop, c'est un logiciel, on va rentrer dans le détail pour vous présenter ça après. Et donc, on va vous expliquer, quand on est un éditeur de logiciels, comment on travaille quand on est designer, c'est mon cas, quand on est product manager, quand on est développeur, comment on travaille tous ensemble. C'est un retour d'expérience. L'idée, c'est que ce soit interactif. Donc, attendez pas la fin de la presse pour poser des questions, allez-y, discutez avec nous. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'échange. On a même hésité au début à faire une slide et finalement, les slides, vous allez voir, ça va être un tout petit peu de chiffres et beaucoup de photos. Et l'idée, c'est vraiment de vous parler de notre métier et d'être là pour répondre à toutes vos questions sur le sujet. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont web designers, donc j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui ont jamais envisagé de travailler sur de l'applicatif ou qui aimeraient mais qui n'en ont jamais fait, qui ne voient pas très bien ce que c'est que travailler sur du logiciel, etc. Donc voilà, l'idée, c'est de vous montrer toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à vous après l'école et justement de répondre à vous donner... L'idée, c'est quand vous sortiez, vous compreniez quel est notre métier et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, vous, dans votre carrière. Je vais y arriver. Donc le contexte, je sais pas, voilà, c'est nous. Je commence comme j'ai le micro. Donc moi, je suis Léa, je suis product designer. Ça veut dire que je fais de l'UX, je fais de l'UI. En gros, mon bébé, c'est le logiciel. Et je vais travailler sur toute la phase amont, la conception du logiciel avec l'équipe, jusqu'au moment où c'est intégré, le développement, etc. Donc, je fais des maquettes, je fais du prototyping, je fais des tests utilisateurs, des interviews utilisateurs, etc. Et pour la petite parenthèse, j'étais web designer à la base. Je viens de l'école multimédia. J'ai fait un cursus graphisme multimédia web design. Et je suis arrivée dans le monde du logiciel complètement par hasard. En fait, à la fin de ma formation, je devais faire un stage. Et je suis rentrée chez Lucas, qui est une solution qui fait des logiciels, c'est du SaaS, et c'est des logiciels un peu chiants, gestion, RH, congé, etc. Mais en fait, avec plein de trucs hyper passionnants côté design. Et au début, j'étais reliée qu'à la partie marketing. Donc, je faisais le site internet, je faisais du web design et aussi du print. Donc, des plaquettes de com, de l'illustration, le .com, je faisais l'intégration, je poussais sur Git, après je cassais tout, j'appelais les devs parce que je savais pas comment on faisait pour régler les problèmes, etc. Mais j'avais un rôle assez polyvalent et très vite j'ai été amenée à travailler sur les interfaces des logiciels que Lucas développait. Et donc j'ai commencé avec des petites missions d'UI et j'ai découvert le design produit comme ça. Et puis de l'UI, je me suis posé des questions sur l'UX. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait une formation au Gobelin et puis je suis devenue designer produit. Pour moi, UX designer, j'ai du mal à définir ça comme un métier. Je pense que l'expérience utilisateur, c'est un travail d'équipe et c'est vraiment le message qu'on va essayer de vous faire passer aujourd'hui. Et l'idée, c'est de vous dire que quand on est dev, on peut faire de l'UX. Quand on est web designer, on peut faire de l'UX. En fait, c'est même pas qu'on peut, c'est qu'on en fait. On a un impact sur le produit et sur l'expérience globale qu'il va apporter. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après Lucas, j'ai été recrutée par PrestaShop et du coup, j'ai le poste que j'ai aujourd'hui. Alors moi, je suis donc Product Manager. Ça fait à peu près 2 ans que je suis chez PrestaShop. Avant ça, j'avais monté ma startup, ce qui n'avait pas du tout marché, mais je m'étais fait une super expérience et c'est comme ça que j'ai découvert que ce que j'aimais faire, c'était concevoir des nouveaux produits et être au contact des utilisateurs pour faire des choses qui correspondent à leurs besoins. Et donc mon rôle de Product Manager, c'est un peu un rôle de chef d'orchestre, puisque je suis aux interfaces du côté technique, je bosse beaucoup avec les développeurs. Je suis aussi aux interfaces du design, puisque je bosse énormément avec Léa sur l'expérience utilisateur. Et aussi côté business, parce que je dois faire en sorte que le logiciel qu'on développe, il soit viable sur le long terme. Et donc c'est voilà, quelque chose de chef d'orchestre assez mixte, il y a beaucoup de disciplines qui se mélangent. Et il faut faire la synthèse de tout ça, bien comprendre les utilisateurs, faire des specs et ensuite s'assurer qu'on délivre quelque chose d'intéressant à l'utilisateur.
Donc moi c'est Maxime, je suis développeur chez PrestaShop sur la partie cœur, donc directement au niveau du logiciel. Ça fait 3 ans et demi que je suis chez PrestaShop, j'ai commencé au support, donc ça m'a quand même donné une certaine affinité à comprendre les problématiques des utilisateurs du coup de nos marchands. Et chose que je trouve hyper intéressante au produit, c'est que du coup j'interviens et avec Léa et avec Guillaume à différents niveaux que vous allez voir par la suite, que ce soit sur les tests utilisateurs, sur la recherche. Quand Léa nous présente une maquette, on peut la challenger sur des problématiques qu'elle n'aurait pas vues. Donc c'est hyper intéressant. Et avant PrestaShop, j'étais 4 ans en agence, chose complètement différente où on intervient beaucoup plus sur la fin de la chaîne. Et chose du coup qui me permet d'apprécier encore plus de travailler au sein d'une équipe produit chez PrestaShop. Ouais, alors du coup PrestaShop, on va y venir, on va vous expliquer un peu ce que c'est. PrestaShop, c'est une solution de e-commerce. Et donc on a une mission, c'est de permettre à n'importe qui de pouvoir créer sa boutique en ligne gratuitement. On a un logiciel open source, ça veut dire que n'importe qui peut télécharger le logiciel, le réapproprier, le customiser à volonté et en faire ce qu'il veut et in fine créer sa boutique en ligne. Donc on a une mission qui est vraiment de démocratiser le e-commerce avec un logiciel open source. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Bon, bien sûr, on n'est pas des bénévoles, hein, on a un business model derrière. Ça fonctionne un peu sur le modèle d'un App Store. Donc, on peut acheter des extensions qui vont améliorer sa boutique. Par exemple, on peut rajouter des moyens de paiement supplémentaires, des moyens de livraison supplémentaires, ou alors rajouter des modules qui vont améliorer votre marketing ou votre SEO. Alors ensuite, on voit les chiffres un peu, je crois. Voilà, donc en fait, vu qu'on fait un logiciel de e-commerce, de base, il y a énormément de fonctionnalités qui font partie du logiciel. On a essayé de les compter, on n'y est pas vraiment arrivé, on sait qu'on en a au moins plus de 600. Donc c'est vraiment une très grosse application, on n'est pas sur du Foodora ou Deliveroo où il y a juste un tunnel de commande et puis c'est expédié. Là, il faut pouvoir gérer toute la partie front office, donc toute la partie vitrine, ce que vont voir vos clients. Il faut ensuite avoir un système qui va permettre de gérer les commandes, de gérer les clients. Bien sûr, il faut faire aussi toute la partie de gestion du catalogue, les produits que vous allez vendre. Et après, il y a la gestion des prix, des taxes, des pays, enfin ça fait énormément de choses. Donc c'est un logiciel quand même qui est assez complexe. On équipe plus de 250 000 boutiques dans le monde. On est le leader en France et en Espagne et en Italie, je crois aussi. Globalement en Europe, on est parmi les leaders et on est même utilisé dans plein d'autres pays. En Amérique du Sud, en Argentine, au Chili, en Malaisie aussi. Bref, on est en Inde aussi, évidemment. Ouais, on est vraiment. Bon, on va pas faire toute la liste, mais voilà. Le logiciel, il est disponible en 65 langues et dans le groupe, on est 130. Donc l'essentiel des gens est à Paris et puis on a quelques bureaux aussi à l'étranger. Du coup, le produit, à quoi ça ressemble? Alors, désolé, mais je vais devoir expliquer un peu notre jargon. Mais vous allez voir, c'est simple. En fait, d'un côté, il y a le back-office, donc c'est l'interface de pilotage de votre site quand vous êtes un e-commerçant. C'est depuis ce cockpit que vous pilotez votre activité, vos produits, vos ventes, vos commandes. Et il y a la partie front office, ça c'est la vitrine qui sera visible de tous vos consommateurs et c'est sur cette partie-là qu'ils vont pouvoir rechercher vos produits, les acheter, etc. Alors pourquoi j'introduis tout ça? C'est parce que nous, dans l'équipe, on ne va pas bosser sur cette partie front office, c'est-à-dire que nous, on ne va pas créer des sites pour le compte de e-commerçants. Nous, on fournit un logiciel standard de base sur lequel les gens pourront mettre des customisations. Donc c'est pour ça que
ils vont faire à peu près ce qu'ils veulent sur le côté vitrine. Nous, on se focalise surtout sur la partie back-office, donc toutes les fonctionnalités qui font partie de la gestion des produits, des commandes et des stocks aussi, par exemple. Alors, le problème... voilà. Alors en fait, quand on est arrivé dans la même équipe, à peu près en même temps, tous ensemble, eh ben, on avait vaguement eu des expériences un peu de développement de logiciels, mais voilà, on n'était pas tout à fait rodés et en fait, on a eu beaucoup de problèmes qui se sont posés. Et en fait, c'était des problèmes parce qu'on ne savait pas encore bien comment on allait travailler entre designer, product manager et développeur. Par exemple, ce qui est arrivé, c'est que les développeurs commençaient à réaliser une feature et en fait, les maquettes n'étaient pas faites. Donc on demandait à Léa de les faire, un peu en urgence, elle les faisait, elle montrait ça aux développeurs, les développeurs ils disaient « Non mais attends, je vais devoir revenir en arrière et annuler tout ce que j'ai fait pendant un mois pour faire ton truc, c'est pas possible. » Qu'est-ce qui se passait d'autre? Le product manager qui travaille dans son coin, qui imagine une super fonctionnalité, qui va pas voir les utilisateurs, qui va pas voir le designer, qui va pas voir les développeurs. Et au moment où il veut qu'on réalise la feature, il se rend compte qu'en fait, il y a un gros problème au niveau de l'expérience et qu'en fait, ça va pas du tout le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ouais, parfois aussi, c'est entre product manager et développeur. Parfois, on travaillait suffisamment entre designer et product manager pour faire une feature qui soit comment dire, utilisable, qui corresponde vraiment aux besoins des utilisateurs. En revanche, on ne se posait pas du tout la question de la technique. Et au moment où on allait voir le développeur en bout de chaîne, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on imaginait n'était pas du tout faisable. Voilà, on a un peu galéré, on a mis peut-être 1 an à trouver un workflow qui fonctionne, à mettre en place nos méthodes de travail. Aujourd'hui, on a quelque chose qui tourne bien, qui est en train de faire ses preuves. Et justement, on va vous en parler. On va pas parler de toutes les étapes et de tout ce qu'on fait systématiquement, on va juste un peu introduire et puis ensuite on pourra en rediscuter. On a essayé de découper notre workflow de développement de logiciels en 3 parties. La première, c'est la découverte du problème. En fait, la question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce qu'on a vraiment un problème qui vaut la peine d'être résolu? Généralement, le lead là-dessus, ça va être le product manager. Il va aller rencontrer les utilisateurs pour voir s'il y a un besoin qui existe. Il va essayer de valider qualitativement et quantitativement si il y a un problème à résoudre. Il va se poser les bonnes questions, il va aller voir aussi les personnes des autres équipes dans la boîte pour voir si, niveau business model, ça tient la route, si on ne risque pas de toucher une autre équipe. Et c'est la phase aussi où il faut aller voir le top management et négocier un peu l'investissement et ce qu'on veut obtenir à la fin du développement de la fonctionnalité. Comment est-ce qu'on va mesurer le résultat de notre action? Il y a une phase de go-no-go, c'est-à-dire Ouais, vas-y, ouais. Parce que tu as parlé beaucoup de toi, mais tu as un peu oublié le designer là-dedans. Et le rôle du designer dans la phase de discovery, il va être d'accompagner le product manager. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de design thinking, de persona, de customer journey. En fait, avant de commencer à parler de créer une solution, quand on a toute une phase de benchmark où on doit identifier qui est la cible, à qui on s'adresse, quel est le problème, mais le problème c'est le problème de qui, etc. Il y a toute une phase de compréhension des utilisateurs, de user research. Et du coup, le rôle de l'UX à ce moment-là, il est vraiment d'accompagner le product manager pour que le PM puisse avoir toutes les informations qui vont lui servir lui à se dire « Ok, ce problème-là, on le valide et on va se lancer sur la résolution de ce truc-là. » Ok. Bon, on va essayer d'aller plus vite, comme ça on pourra parler un peu de ce qu'on fait à l'intérieur de chacune de ces étapes. La deuxième phase, c'est la phase de découverte de la solution. Une fois qu'on a identifié un problème, on passe en recherche de solution. Là, tout le monde
est impliqué, niveau product management, designer et développeur. On travaille ensemble pour faire des prototypes et pour tester ensemble aussi les prototypes. Et une fois qu'on a un prototype qui nous satisfait, on peut passer à la phase de développement. Là, pareil, il y a toujours le PM, designer et développeur qui sont impliqués. Là, c'est plus une phase où on rentre en mode agile. Donc, je ne sais pas si vous avez découvert ça dans vos boîtes respectives, mais c'est les méthodes de management, le Scrum, l'agile, pour livrer et développer un produit, en fait. Voilà. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans les détails. Ok, bah là, les exemples que vous avez, je ne sais pas si je suis devant, les exemples que vous avez sur les photos, c'est des exemples de workshops qu'on peut faire quand on est avec les équipes pour essayer d'identifier quelle est notre cible, d'identifier quels sont les problèmes, d'identifier comment les gens, est-ce qu'ils utilisent notre application, où est leur problématique dans un parcours utilisateur, etc. Et ces workshops, en gros, on en a plein, il y a plein de formats différents. Nous, on n'a rien inventé, on s'est réapproprié plein de recettes. On a fait des formations en design thinking, on s'est inspiré de bouquins qu'on a lus, de méthodologies, etc. Et l'idée, c'est de se réapproprier ces exercices et puis de pouvoir les utiliser ensuite. Et donc, on a tout un panel d'outils sur comment on fait un persona si on veut cibler un utilisateur final. Comment est-ce qu'on fait un workshop pour générer de l'idéation de la solution, etc. Là, l'exemple que vous avez, c'est quelque chose qu'on avait fait dans le cadre d'un seul atelier, où on avait essayé, par exemple, de cibler quels étaient les personas, bien identifier leurs besoins, leurs problématiques. Et à partir de là, on a fait ce qu'on appelle un customer journey, c'est-à-dire qu'on va dérouler tout le parcours d'usage d'un utilisateur et on va essayer de comprendre où sont les points bloquants, où sont les moments où on a l'opportunité de capter cet utilisateur et de discuter avec lui, comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes, et on va essayer aussi de comprendre sa courbe émotionnelle, les moments où il va être super à l'aise avec le produit, les moments où il va être frustré, déçu, etc. Et ça peut nous ouvrir des opportunités pour ensuite amener des idées de solutions. Alors ça, c'est un autre exemple de workshop, c'est un workshop qu'on fait tous ensemble, product manager, développeur, designer. Typiquement, on a identifié un problème, et puis on va se dire, ok, maintenant il faut qu'on trouve une idée. Avant de commencer à intégrer quoi que ce soit, avant de commencer à faire de la maquette, du prototype, etc., on se pose tous ensemble et on va générer la solution tous ensemble. C'est-à-dire que je ne suis jamais dans la position du designer Dieu qui arrive avec un mock-up finalisé, qu'il balance à son équipe et qui dit « Allez, c'est parti, on intègre ». En gros, je dessine jamais toute seule. Et à partir du moment où je vais commencer à faire un wireframe ou un mock-up, je sais déjà qu'on a calé la solution avec l'équipe et qu'on est tous d'accord ensemble sur ce qu'on va faire et ce qu'on va intégrer. Et en gros, la première image que vous avez, c'est des idées de benchmark. Dès qu'on va commencer un workshop de solutions, on se pose tous ensemble. Product manager et designer ont fait un petit récap au dev pour leur expliquer voilà, dans la phase de discovery, voilà tout ce qu'on a observé. On sait qu'on a tel problème, on a observé le marché, on a telle data, on a envoyé tel sondage, etc. Une fois que toute l'équipe est mise à niveau et qu'on comprend tous quel est le problème, on a Manu qui est dans notre équipe qui est un peu l'espion de la boîte. En gros, il observe ce que font tous les concurrents. Et donc, il va venir et nous faire un petit benchmark, c'est les photos que vous avez là-haut, en disant, voilà, vous travaillez sur, je sais pas moi, un système de onboarding, et tous les onboarding de vos concurrents, voilà les parcours utilisateurs, voilà comment ça se passe. Il va nous montrer des screenshots, il va nous faire des démos, peu importe le format. Mais l'idée, c'est que on puisse tous, à la fin de ce petit exercice, être alignés sur le problème et sur comment font les autres. Et à partir de là, on va générer des idées tous ensemble. Donc c'est la photo que vous avez à droite, où on va tous se mettre à sketcher des idées. On confronte les idées, chacun peut générer ce qu'il veut, s'inspirer de ce qu'il existe, partir dans autre chose, etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va mettre les idées en commun et on vote avec des gommettes. Donc c'est le croquis que vous avez au milieu. En gros, les petites gommettes, ça permet d'éviter les débats. Chacun peut voter pour un morceau d'idée ou une idée complète. Et puis ça nous permet, au moment où on met en commun, c'est hyper visuel, on voit tout de suite quels sont les wireframes où tout le monde est d'accord, quelles sont celles où personne ne s'est arrêté dessus, et à partir de celles qui ont réuni tout le monde, on va se dire, ok, à partir de là, comment est-ce qu'on dessine ensemble une idée de solution ? Et en général, c'est moi derrière qui vais faire un wireframe sur paperboard, tableau blanc, on s'en fout,
la forme que ça prend, mais l'idée, c'est de matérialiser l'idée de l'équipe. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer mes mock-ups parce que ça y est, on s'est tous mis d'accord. Et du coup, la solution, on l'a tous construite ensemble. Et la force de ça, c'est que le PM, il va être capable de s'assurer que ça rentre dans les enjeux business et stratégiques, ça rentre dans le scope qu'on s'est donné, qu'il va pouvoir embarquer l'équipe là-dessus. Moi, côté design, je m'assure de la qualité de l'expérience utilisateur, le flow qu'on propose, etc. Et puis, côté développeur, eux, ils sont là pour assurer de la faisabilité. Ils vont générer de l'idée, ils vont challenger aussi ce qu'on va proposer en termes d'expérience utilisateur, etc. T'as un truc à ajouter? Ok. Là, les photos que vous avez, c'est un exemple de prototype. Donc, en général, quand on a deux options. Soit on fait du low fidelity, c'est-à-dire je veux valider un parcours, un flow, je ne sais pas encore exactement à quoi vont ressembler mes interfaces au final, mais déjà, je veux valider que les gens ils vont bien aller là où je veux qu'ils aillent, ils vont bien comprendre ce qu'on leur propose. Là, on peut se contenter d'un balsamique, d'un wireframe dessiné, etc. L'idée, c'est juste de valider comment les gens y naviguent, par exemple. On se met à faire du high fidelity, c'est-à-dire dessiner dans Sketch, faire du InVision pour du prototype, qu'à partir du moment où ça a une valeur ajoutée. Par exemple, je me pose la question de est-ce que les gens vont comprendre comment l'input marche, des questions liées au design d'interaction, des questions liées au ressenti par rapport à la qualité de l'interface, etc. Parce que tout simplement, c'est beaucoup plus lourd d'intégrer un prototype fini et abouti. Donc, on travaille toujours en mode lean, c'est-à-dire on va essayer d'aller le plus vite possible, que ça nous coûte le moins d'argent possible et qu'on soit capable en même temps de tester tout de suite nos hypothèses. Et donc, quand on se dit « Ok, j'ai un parcours super abouti, je vais faire quelque chose de... je vais faire une interface qui ressemble vraiment à l'existant », en général, le format, c'est prototype Sketch, synchronisé avec InVision, et grâce à InVision, on fait des tests utilisateurs. Donc la phase d'après, ce sont les tests utilisateurs. Les tests utilisateurs, donc on recense les utilisateurs qui vont avoir besoin de se servir des interfaces via le User Club. Ah oui. Donc c'est une interface où les gens peuvent s'inscrire et derrière on garde leurs coordonnées, on les recontacte au besoin. Les tests utilisateurs peuvent prendre plusieurs formes différentes, soit directement dans nos bureaux, donc en live, ou alors par Skype quand les personnes sont à distance. On peut leur faire tester différents types de solutions, soit directement le produit intégré, soit des maquettes, soit des parcours utilisateurs directement dans InVision. Il y a toujours deux types de personnes qui accompagnent l'utilisateur. Il y a un guide. Donc le guide, c'est la personne qui va faire dérouler le scénario. Le scénario, c'est le product manager qui l'aura défini auparavant. Et il y aura également un scribe qui va noter toutes les réactions, tous les problèmes, toutes les remarques que l'utilisateur va faire. Le but est de pas du tout... normalement, on n'est pas censé aider l'utilisateur, il est censé comprendre directement le but des interfaces. Et c'est pour du coup tester l'efficacité des prototypes qu'on a fait. Quand on fait une session de test, on a au moins 5 testeurs différents. Et on essaye de mixer au maximum les binômes PrestaShop qui vont faire passer le test. Ce qui veut dire qu'au final, on peut avoir jusqu'à 10 personnes différentes chez PrestaShop qui ont fait passer des tests. C'est la photo qu'on a à droite, on a un calendrier qui est dans le couloir, tout le monde passe devant et tout le monde peut s'inscrire s'il le souhaite en tant que guide ou en tant que scribe. L'objectif c'est que en fait, tout le monde ait la chance de voir les réactions des utilisateurs face à ce qu'on vient de développer ou face à ce qu'on vient de prototyper. Et qui peut s'inscrire, évidemment il y a le product manager et designer, mais aussi les développeurs, les gens de la QA, la quality assurance, il y a les gens d'autres équipes, des équipes marketing ou des équipes un peu plus business. Bref, c'est l'opportunité pour tout le monde d'aller rencontrer un peu en vrai, je dirais, les utilisateurs du produit. Et alors du coup, une fois qu'on a fait ça,
eh ben, il faut débriefer les tests utilisateurs qu'on vient de faire. Et là-dessus, en fait, on avait un problème au début. C'est que on avait lu le livre de Jeff Gottlieb, Linux, et on s'est dit, ah mais ouais, c'est trop cool, il faut que ça soit collaboratif, il faut que tout le monde participe au test. Et ensuite, on a réalisé qu'une fois qu'on avait impliqué 10 personnes différentes, comment est-ce qu'on fait la synthèse? C'est-à-dire que mon testeur, il m'a peut-être dit quelque chose, mais si ça se trouve, ça a été le seul sur 5 personnes à me dire quelque chose. Comment est-ce que du coup, on va centraliser tous nos feedbacks et débriefer ça ensemble? Et là-dessus, on s'est dit, si on va créer notre atelier en fait. On va faire un petit atelier ensemble pour éviter que le designer se tape le boulot de regarder 3 heures de vidéo de tous les tests. On se met tous ensemble, donc tous ceux qui ont participé au test en tant que guide ou scribe, et on va débriefer ça. Et voilà, on a créé un atelier du coup qui a 2 étapes. Une première étape où on va trier les feedbacks suivant que c'est des problèmes du UX, des bugs ou des feature requests ou des aha moments, ces moments un peu magiques où il y a quelque chose de très positif qui se passe dans la tête de l'utilisateur. Et ensuite, on priorise, donc en fonction de ce qu'on a vu dans le test et de ce qui est vraiment sorti, on va prioriser, on va voir les éléments sur lesquels on va travailler dans la prochaine itération. Donc généralement, c'est assez simple. Quand il y a une grosse pile de post-it sur un élément qui n'a pas marché ou sur un problème d'expérience utilisateur, ça veut dire qu'il faut qu'on s'y attaque sur la prochaine itération. Un truc qu'on n'a peut-être pas souligné tout à l'heure, c'est qu'on essaie d'avoir un process itératif. En fait, il y a beaucoup ce qui nous fait rigoler, c'est que parfois on va à des meet-up et il y a des agences qui nous disent oui, les lignes UX, on fait beaucoup d'itérations, et puis quand on leur pose la question, on leur dit ouais, alors combien? Ouais, en fait, une itération. Enfin, c'est qu'il n'y a pas d'itération, c'est juste que vous avez livré un truc. Nous, on essaye de le faire vraiment et de s'y tenir et d'avoir une itération par sprint. Donc, c'est-à-dire que pendant un sprint qui dure 2 semaines, on fait ensemble le prototypage, donc l'atelier d'idéation. Ensuite, on met au propre, c'est le designer qui va créer les bonnes maquettes. Ensuite, on teste, ensuite on débrief et on choisit ce sur quoi on va s'attaquer à l'itération suivante. Et par exemple, là, on a refait récemment la gestion des stocks dans le logiciel et on a fait 4 sprints d'affilée jusqu'à obtenir quelque chose qui tenait la route. Dans les méthodos agiles, nous on travaille en Scrum, donc c'est une méthode agile. Le principe, c'est d'avoir des processus itératifs. Ça veut dire que on va avoir une idée de solution à apporter à notre logiciel, une fonctionnalité par exemple qu'on veut apporter, implémenter, développer, etc. Et on n'est pas sûr au début que ça va fonctionner. Et l'idée, c'est de pouvoir, à chaque fois qu'on met quelque chose, qu'on apporte une modification, revenir en arrière et l'améliorer au fur et à mesure. Et ça permet au début de sortir un produit simple et puis vous le faites évoluer et vous commencez, je sais pas moi, peut-être que Slack au début c'était un système de chat hyper basique et aujourd'hui vous avez la possibilité de faire plein de channels hyper complexes, etc. Et cette application, elle s'est agrémentée au fur et à mesure. Comme les nouvelles features qu'on va voir, je sais pas moi, sur Instagram ou autre, quand elles arrivent, en fait derrière il y a une équipe qui va les tester, les implémenter, revenir dessus jusqu'à ce que ce soit parfait et puis pouvoir les passer en prod et puis finalement on le met en prod et on s'aperçoit que les gens ils n'arrivent pas à l'utiliser comme on le voulait, donc on revient en arrière. Et pour pouvoir faire ça, les méthodologies agiles, elles permettent de fonctionner par laps de temps. Donc un sprint, c'est un laps de temps. Il y a des boîtes qui fonctionnent sur des sprints d'1 semaine, d'autres qui fonctionnent sur des sprints de 2 semaines, nous c'est notre cas. Et donc en gros, toutes les 2 semaines, on va se dire, ok là dans les 2 semaines qui viennent, qu'est-ce qu'on va mettre en prod là dans 2 semaines? Qu'est-ce qu'on va développer? Sur quoi on va travailler? Et du coup, on a un système de tickets avec des numéros qui sont, en gros, c'est une espèce de to-do. C'est la liste des to-do qu'on va devoir faire pendant les 2 semaines qui viennent et des choses qu'on va devoir développer. Et ces méthodologies-là, elles concernent vraiment plutôt l'équipe dev. Peut-être qu'on peut remontrer le schéma pour que ce soit plus visuel. Ouais, du tout début. Ouais, voilà. Voilà, en gros, les sprints, là, si vous regardez sur le schéma, on parle de 1 sprint, 2 sprints, n sprints, etc.
Ça veut dire, c'est nos laps de temps à nous. Donc par exemple, la phase de discovery, ça dure 1 à 2 sprints. Ça veut dire chez nous que ça va durer entre 2 semaines et 1 mois. C'est le temps qu'on se donne pour faire toute notre recherche utilisateur, bien étudier le marché, etc., les opportunités qu'on a, les problématiques qu'on a. Sur la phase de solution discovery, un sprint, c'est ce dont vous parlez, Guillaume. Donc quand il vous disait, sur un sprint, on va réussir à faire un petit atelier où on dessine une solution tous ensemble, on fait un prototype, on fait des tests utilisateurs, et puis on voit si c'est prêt à être balancé en développement. Ça dure un sprint. Et en fait, à partir de là, une fois qu'on a fait notre test utilisateur, option numéro 1, c'était génial, ça a marché, tout était parfait, ça va pouvoir passer en développement. C'est rarement le cas dans le software. En général, il faut un peu tester et on parle souvent de fail fast, learn fast. Donc en réalité, c'est là qu'on va faire un premier shoot d'itération. Donc on va dessiner nos idées, faire notre prototype, nos tests utilisateurs. On vérifie donc auprès des gens si ça marche. Ça n'a pas marché, bam, on revient en arrière et on se refait un sprint. Et sur le sprint qui suit, on va refaire le même processus. Et côté développement, donc l'étape d'après, quand on commence vraiment à créer la solution, eh ben vous allez vous apercevoir qu'il y a des bugs, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que l'interface elle n'est pas comme vous l'aviez envisagé sur votre prototype. Et donc là, c'est pareil, il va y avoir besoin d'itérer. Et donc, on va fonctionner en sprint aussi. Tiens, vas-y. Ça permet également de lotir la fonctionnalité parce que au niveau dans la solution discovery, il se peut que ce soit quelque chose qui ne soit pas réalisable en un sprint. Donc, dans ce cas, on va découper la fonctionnalité en plusieurs tickets qu'on embarquera ou non dans le sprint en cours. Dans cette phase de savoir si on embarque ou pas la fonctionnalité, on va également évaluer la complexité des tâches à développer, et ce qui nous donnera à la fin du sprint une vélocité, savoir combien de points on est capable de réaliser, et du coup d'ajuster en fait donc dans notre cas tous les 15 jours le nombre de points à embarquer, et donc pour avoir en fait une visibilité la plus précise possible sur notre capacité de livrable au fur et à mesure. Du coup, c'était la minute pub. Bon, on peut balancer la slide d'après. Donc, on recrute, évidemment. On a plusieurs postes ouverts parce que là, les périodes d'alternance touchent à leur fin en juin, en juillet. Donc, notre équipe marketing cherche un web designer junior. Donc là, c'est vraiment un poste de web designer. On a un site internet qu'on maintient qui est assez conséquent parce qu'il est proportionnel à ce qu'on est. Donc, il y a plein de choses à faire dessus. Et on a aussi des petits sites qu'on fait en parallèle, on a des systèmes de landing page, on a plein de choses qui se passent côté web design. Donc on a un poste ouvert pour travailler chez nous. Côté design, on a une équipe design. En gros, on a des designers qui sont dans différents départements. Moi, j'ai un rôle de lead sur cette équipe-là. Donc les alternants qu'on a, ils sont splittés chacun dans leur département. Et moi, je les accompagne en parallèle à mon rôle de product designer. On fait plein de choses ensemble. On fait des design reviews, des design critiques, on fait des ateliers d'UX, même pour les web designers ou les graphistes. L'idée, c'est de se challenger ensemble. On met en place plein de choses. Donc voilà, c'est l'occasion d'apprendre plein de choses aussi avec nous. Je pousse la pub à fond. On a un peut-être poste de product designer à pourvoir. En gros, on a un étudiant de chez vous qui est actuellement dans notre équipe, qui travaille avec moi, Tristan, et qui va bientôt finir son alternance. Je ne sais pas encore s'il reste ou pas, donc je lance la pub un peu en avance. Mais il le sait, hein, j'ai été honnête. Voilà. Et alors des devs, comme vous voulez, stage, pas stage, alternant, on prend tout. On prend tout. Voilà, on a besoin de développeurs. Voilà. Okay, merci à tous. Merci. Bonne soirée tout le monde.